Midi-Pyrénées, donc la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement. J'interviens aussi à une échelle un peu plus haute, qui est l'échelle du bassin à Dour-Garonne, où j'anime un collectif d'associations donc, sur la problématique de l'eau. Donc là, aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de l'échelle du bassin, mais bien du Tarn-et-Garonne. Mon intervention aura deux axes. Donc le premier, la spécificité et la protection des zones de captage d'alimentation en eau potable. Donc je vais aborder l'eau potable et notamment la problématique agricole. Et puis après, nous verrons quelques bonnes pratiques de gestion de l'eau. Alors en introduction, quelques chiffres. Alors là, vous avez 3 chiffres. Donc le premier, 9,7 milliards d'euros par an. Ce sont les aides de la politique agricole commune en 2011 qui ont reçu les agriculteurs français. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce chiffre-là? Donc ces aides proviennent donc de l'argent du contribuable européen. Donc les agriculteurs ont un contrat moral vis-à-vis de la société. Et la société, donc les attentes de la société qui au départ étaient plus production alimentaire, pouvoir se nourrir, avoir en quantité. Et maintenant on se tourne plus vers la qualité, l'environnement et la santé. Donc finalement c'est ce que demande maintenant la société à l'agriculture. Deuxième chiffre, 5 milliards d'euros par an, c'est le chiffre d'affaires des ventes de produits phytosanitaires et d'engrais de synthèse. Donc ce sont des chiffres des entreprises qui vendent ces produits-là. Nous sommes en France des gros consommateurs de produits de synthèse donc pour l'agriculture, parmi les premiers en Europe et même dans le monde. Et le dernier chiffre, donc 54 milliards d'euros par an, donc c'est le coût complet du traitement annuel des excédents d'agriculture et d'élevage dissous dans l'eau en France. Alors, attention, c'est un coût, c'est une estimation, parce que c'est pas actuellement. Enfin là, ce serait le coût pour assainir totalement les ressources en eau, donc pour avoir zéro pollution, enfin au final dans les eaux. Donc évidemment, c'est pas le cas actuellement, mais si on poussait jusque là, en fait, ça reviendrait à 54 milliards d'euros par an. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble de ces chiffres? C'est déjà que les agriculteurs pourraient être des producteurs d'eau potable en changeant leurs pratiques. Et également, ce qu'on peut dire aussi en regardant ces chiffres, c'est que actuellement l'agriculture se retrouve un peu entre deux eaux, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est à la fois donc sous la pression donc de l'économie, donc de produire toujours plus, d'exporter. Voilà, donc les agriculteurs sont sous pression de ça, mais aussi maintenant les exigences environnementales de la société et des coûts que cela représente, puisque ces coûts de traitement, c'est les contribuables qui la payent. Voilà. Donc maintenant on va aborder plus l'eau potable. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'eau potable? Déjà on parle de normes, donc des normes sanitaires, c'est des normes réglementaires. Donc qu'est-ce qui est intéressant de retenir dans ce tableau, qui est assez dense, faut le dire. Alors c'est qu'il y a des normes, donc j'ai pris 3 paramètres, nitrate, pesticides, bactériologie, puisque c'est des paramètres qui sont problématiques sur le département du Tarn-et-Garonne, notamment. Et donc il y a 2 cas de figure, on a les eaux brutes et les eaux distribuées. Alors, pourquoi une différenciation? Donc les eaux brutes, en fait, ce sont les eaux du milieu naturel qui sont prélevées ensuite pour faire de l'eau potable. Et les eaux distribuées, c'est l'eau du robinet. Donc il y a des normes pour faire de l'eau potable. Il y a des normes pour les eaux brutes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des eaux souterraines ont un seuil en nitrate, par exemple, supérieur à 100 microgrammes par litre, on ne va pas l'utiliser pour faire de l'eau potable. Donc on s'aperçoit que pour les eaux brutes, les normes sont un peu plus élevées pour les eaux distribuées, ce qui est normal, puisque pour les eaux brutes, ce sont des limites pour les utiliser pour faire de l'eau potable, et pour les eaux distribuées, ce sont des normes en fait liées à la santé publique, donc des normes sanitaires. Alors toujours eau potable, de quoi parle-t-on? Alors là, un petit schéma du petit cycle de l'eau pour l'eau potable. Donc là, on voit bien que l'eau brute, en fait, peut venir de l'eau souterraine, de nappe, mais également d'eau superficielle, donc de cours d'eau. Elle passe par une station de pompage, puis une usine de potabilisation, où là, elle peut subir des traitements plus ou moins complexes qui dépendent en fait du type de pollution présente dans les eaux brutes qui ont été pompées, et donc coûteux puisque ces traitements
sont complexes et donc coûteux. Par exemple, donc pour les nitrates, ça peut aller... les normes, c'est à peu près 70 € par kilogramme de nitrate traité pour le traitement, donc. Et pour les pesticides, c'est 60 000 € par kilogramme de matière phytosanitaire traitée. Donc c'est coûteux pour la collectivité et pour les contribuables. Voilà. Donc ensuite, l'eau, après, une fois qu'elle est rendue potable, elle est distribuée. Et donc la production et la distribution de l'eau potable relèvent de la responsabilité des communes. Alors maintenant, nous allons donc rentrer dans les dispositifs de protection des captages d'alimentation en eau potable. Donc nous avons les périmètres de protection d'un captage, donc qui dépendent du Code de la santé publique et qui ont été rendus obligatoires avec la loi sur l'eau de 92. Alors, ces périmètres de protection permettent la protection des ressources contre les pollutions bactériologiques et les pollutions ponctuelles et accidentelles. Donc, pollutions ponctuelles et accidentelles, c'est-à-dire des pollutions qui peuvent être repérées ponctuellement dans le temps et aussi localisées. Et puis plus récemment, donc, depuis le Grenelle de l'environnement, un nouveau dispositif est apparu qui s'appelle les captages Grenelle et les aires d'alimentation de captage, donc on va en reparler juste après, donc qui vise à reconquérir et préserver la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses cette fois-ci. Donc ça veut dire que c'est des pollutions qu'on ne peut pas vraiment localiser, qui sont sur un territoire, sur l'ensemble d'un territoire, et qui sont dues à des pratiques régulières et quotidiennes des acteurs sur un territoire. Et donc pour améliorer et préserver cette qualité de l'eau, donc il est conseillé de privilégier l'agriculture biologique et l'agriculture bas intrants sur ces territoires. Alors, donc on va parler un peu plus de ces fameux captages prioritaires Grenelle. Donc, donc le choix, donc il y a une liste qui existe de captages. Vous la voyez, en fait, la carte représente les un peu plus de 500 captages qui ont été choisis pour être captages prioritaires Grenelle en France. Donc comment est-ce que ce choix s'est effectué? Donc sur 3 critères. L'état de la ressource, donc vis-à-vis des pollutions nitrates et ou pesticides, donc l'état de dégradation en fait de la ressource en eau. Le caractère stratégique de cette ressource, donc c'est la population desservie, est-ce que c'est un captage qui dessert beaucoup de gens ou pas beaucoup. Et puis une volonté après de reconquérir certains captages abandonnés. Donc la méthode utilisée sur ces captages prioritaires Grenelle, donc c'est la définition de l'aire d'alimentation de captage. Donc on va voir après à quoi ça correspond, visuellement. Une fois ce territoire en fait défini, il y a un diagnostic des pressions polluantes qui est effectué sur ce territoire, avec l'ensemble des acteurs du territoire qui ont un impact sur cette ressource. Ce diagnostic est partagé et ensuite il y a un travail de concertation avec les acteurs donc, locaux afin de définir et de mettre en œuvre un plan d'action dont le but est d'améliorer la qualité de l'eau brute, c'est-à-dire avant qu'elle soit traitée, donc l'eau dans le milieu. Alors, le but final, en fait, c'est quoi? C'est de réduire, bien sûr, les coûts de traitement, du coup, puisque si l'eau est de meilleure qualité avant les traitements, du coup, ça évite de mettre en place, quoi. Donc, voilà. Et puis après, c'est aussi responsabiliser les acteurs face à leurs pratiques, mais tous les acteurs, non pas que les acteurs agricoles, mais c'est aussi les collectivités, les particuliers, les entreprises. Alors maintenant, visuellement, à quoi correspondent les périmètres de protection d'un captage et à quoi correspond une aire d'alimentation de captage. Alors, donc là, vous avez un bassin versant qui est dessiné. Donc le captage, il est tout en bas en numéro 1, avec la nappe en numéro 2. Alors le périmètre de protection immédiat, donc, qui fait généralement quelques hectares à peine, enfin vraiment c'est assez petit, donc il a pour objectif d'éliminer tout risque de contamination directe de l'eau captée. Donc il est acquis par le propriétaire du captage et doit être clôturé et toute activité est interdite sur ce petit périmètre. Ensuite le périmètre qui vient après, donc c'est en numéro 4, le périmètre de protection rapproché. Donc il a pour but de protéger le captage vis-à-vis des migrations de substances polluantes. Et les activités pouvant nuire à la qualité de l'eau sont réglementées, voire interdites.
Enfin, en 5, nous avons le périmètre de protection éloigné qui est facultatif, qui n'est pas obligatoire celui-ci. Et il peut renforcer en fait la protection, notamment vis-à-vis des substances chimiques. Et donc les activités de stockage et à risque, ils sont plus strictement réglementés. Et après, donc encore une échelle au-dessus, nous avons l'aire d'alimentation du captage, qui peut être aussi appelé bassin d'alimentation du captage, qui correspond en fait au bassin versant du captage et qui correspond au territoire qui alimente la nappe captée en fait. Donc c'est chaque goutte d'eau, ça correspond au territoire où chaque goutte d'eau qui va tomber va se retrouver après au captage. Donc c'est sur ce territoire, là, AC, qu'on met en place c'est la concertation et le plan d'action avec l'ensemble des acteurs. Alors maintenant, nous allons parler un peu plus du cas de Tarn-et-Garonne. Alors, donc la population du Tarn-et-Garonne, donc comme vous le voyez, environ 240 000 habitants. Alors pour l'eau potable, actuellement, il y a près de 60 unités de distribution de l'eau potable pour 45 captages, et 50 usines de traitement de production pour potabiliser l'eau. Et au niveau des analyses, donc du contrôle sanitaire, il y a environ 1100 prélèvements par an qui sont effectués. Alors d'où vient l'eau? Où est prélevée l'eau en fait, en Tarn-et-Garonne? Alors sur cette carte, vous pouvez voir différentes couleurs alors qui correspondent en jaune clair aux eaux de surface. Donc ça veut dire que l'eau est majoritairement prélevée dans des cours d'eau, dans des retenues d'eau. Alors ensuite en bleu, ce sont les eaux souterraines. Et en orange, c'est un mélange en fait. Donc c'est dû aux interconnexions qu'il peut y avoir sur une ressource en eau. La qualité de l'eau en Tarn-et-Garonne, donc ça j'ai trouvé ces informations sur le site du Conseil général. Donc juste simple en 2 phrases. Donc à l'état naturel, l'eau est très souvent impropre à la consommation en Tarn-et-Garonne, voilà. Et la qualité des eaux distribuées est satisfaisante pour la bactériologie et les nitrates. Mais pour les pesticides, il y a une quinzaine de captages qui présentent des dépassements ponctuels dans la majorité des cas. Alors on va prendre un exemple, l'exemple des nitrates. Donc avec une première carte, donc cette carte représente la zone vulnérable aux pollutions azotées d'origine agricole sur le Tarn-et-Garonne. Donc c'est une carte qui date de 2008. Et donc en fait, comment est définie la zone? Ce qui est pris en compte, les normes prises en compte, ça correspond à... donc c'est sur la base d'analyse des eaux. Donc quand la concentration est supérieure à 50 microgrammes par litre, ou alors comprise entre 40 et 50 microgrammes par litre avec une tendance à la hausse. Voilà, donc le but après, donc sur cette zone, c'est de mettre en place la réglementation qui s'impose aux agriculteurs, et donc avec un plan d'action à mettre en place pour réduire en fait les pressions. Et donc maintenant voici la carte de l'eau distribuée, donc les concentrations maximales en nitrate dans le Tarn-et-Garonne. Donc on observe que globalement, on a quand même des taux au robinet entre 25 et 50 microgrammes par litre. Voilà, donc ça c'est en 2011. C'est les données de l'Agence régionale de santé du Midi-Pyrénées. Alors si vous voulez en savoir plus sur la qualité de l'eau dans vos communes, alors vous pouvez aller voir sur le site de l'ARS et tous les ans il y a des fiches d'information annuelles qui sont mises en ligne. Et donc, moi, je vous encourage à aller regarder de plus près ces informations. Alors, donc, autre enjeu donc des captages d'alimentation en eau potable en Tarn-et-Garonne, donc c'est l'abandon de captage, en fait. Alors, en France, entre 1998 et 2000, il y a eu 4800 captages qui ont été abandonnés. Donc, une des raisons était la mauvaise qualité d'eau, donc quand même pour 41%. Donc ces chiffres proviennent d'une étude qui est sortie en février 2012 sur l'abandon des captages utilisés pour la production d'eau, pour la consommation humaine, et qui provient donc du ministère de la Santé. Alors donc au niveau de Tarn-et-Garonne, donc c'est l'agence régionale de santé qui m'a dit que beaucoup d'abandons avaient eu lieu entre 1995 et 2000. Et que c'était dû, alors il y avait deux raisons, une eau brute de mauvaise qualité, donc nitrate, pesticides, bactériologie.
avec donc du coup une décision politique à prendre. Est-ce qu'on met en place des traitements de potabilisation coûteux? Est-ce qu'on abandonne nos captages? Est-ce qu'on fait des interconnexions avec des ressources qui sont moins polluées, qui peuvent diluer la pollution? Donc ça, c'est la décision politique au niveau, au niveau des communes, et donc qui après impacte aussi le consommateur d'eau potable. Et, pardon, en arrière. Et puis après, il y a encore... Il y a aussi l'aspect quantité, parce que bien évidemment, un captage, s'il n'y a pas assez d'eau, il est plus assez productif et donc il peut plus produire, il est abandonné. Et donc je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à ça. Donc on a vu qu'avec le changement climatique, il y a l'augmentation des conflits d'usage, mais aussi une perte de débit et de la quantité d'eau sur les territoires. Et par exemple dans le Gers cette année, les tensions ont monté un peu d'un cran, et cet été notamment. Et donc il y a un syndicat d'eau qui n'a pas pu fournir d'eau potable pendant quelques jours à ses administrés au mois de juillet. Et donc cela aboutit à un arrêté préfectoral d'interdiction d'irrigation, puisque les prélèvements en irrigation étaient assez importants pour le maïs, notamment à cette période-là. Et les tensions ont augmenté entre ce syndicat et les agriculteurs. Donc c'est ce genre de conflit d'usage qui risque dans le futur d'arriver de plus en plus souvent. Et donc il est nécessaire de dialoguer et en effet la gouvernance en fait est importante, et de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on souhaite pour notre eau potable et aussi pour notre agriculture. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, il y a à peu près 45 captages en Tarn-et-Garonne. Et bien là, il s'avère qu'il y avait une quarantaine de captages non protégés et qu'une quinzaine ont été protégés durant ces années-là. Donc, ce qui a amené à un taux de 60% de la population alimentée par un captage protégé. Alors maintenant, il manque à faire donc, les zones karstiques, qui sont des zones assez particulières, ce qui rend difficile le zonage. Et puis les prises d'eau de surface. Donc là, c'est un travail qui est en cours, donc, selon l'Agence régionale de santé. C'est les sources. C'est un prétexte, dit Louis. C'est l'Agence régionale de santé qui me l'a dit. Ah ben oui, voilà, tout à fait. Et donc par rapport au captage prioritaire Grenelle, donc il y a 3 captages prioritaires Grenelle en Tarn-et-Garonne. Donc les sources du Couron à Castanet, le lac du Tordre sur Jeune-Brière, Léojac et la Gimone. Voilà, donc sur ces captages-là, les concertations et les plans d'action sont avancés, et FNE 82 participe notamment aux concertations, fait partie des acteurs qui sont impliqués dans la concertation. C'est une carte qui date de 2009, et donc là on voit donc, les différences, donc les ronds, carrés, ronds, triangles, étoiles, ça correspond à l'origine en fait de l'eau. Donc les ronds c'est l'eau superficielle, les étoiles les eaux souterraines, et les triangles c'est la réalimentation des nappes. Et après l'avancement dans les procédures, donc en rouge ce sont les périmètres de protection qui ont été actés, donc c'est la procédure achevée. En orange, en cours d'aboutissement, en vert, initié, et en gris, donc pas encore engagé. Donc voilà pour l'eau potable. Maintenant, captage d'eau potable. Alors ça c'est l'exemple du syndicat d'eau de Lezay dans les Deux-Sèvres. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc en Poitou-Charentes, dans les années 80, il y a eu un gros problème de qualité d'eau. Il y a près de 300 captages qui ont été abandonnés, et dans les Deux-Sèvres, une centaine.
Donc l'eau est précieuse là-bas, surtout si elle est de bonne qualité. Et donc là c'est le cas pour ce syndicat qui pompe son eau dans une nappe profonde et qui souhaitait préserver la qualité de cette eau en réduisant les transferts de pollution diffuse donc vers sa ressource. Alors comment ici ils sont pris, donc les actions principales. Donc ils ont acquis des parcelles auprès d'agriculteurs, qu'ils ont ensuite boisées, donc c'était des parcelles sur les périmètres de protection des captages. Et puis après, ils ont fait tout un travail de sensibilisation auprès de différents publics, agriculteurs, collectivités, particuliers, afin de sensibiliser aux avantages du boisement ou reboisement de parcelles. Alors, donc, quel est le rôle de ce boisement? En fait, il a un rôle tampon. Ce qu'on appelle un rôle de phytoremédiation, donc c'est l'épuration en fait par les arbres. Donc comment ça va se passer? C'est en fonction des arbres que l'on met ou de la pollution présente, il va y avoir piégeage par les racines des molécules polluantes, il peut y avoir accumulation dans la plante, il peut y avoir dégradation dans la plante ou alors dans le sol aux alentours des racines, c'est des processus enzymatiques avec des protéines qui viennent du sol et des plantes. Il peut y avoir accumulation. Et donc il y a des études qui ont montré qu'il peut y avoir une diminution de la charge annuelle en nitrate de 68 à 100% au niveau des nappes superficielles et de 78 à 98% pour des eaux de ruissellement, à condition que la largeur du boisement, et là en l'occurrence c'était des épicides, donc en bordure de cours d'eau, soit d'au moins 10 mètres en fait. Donc une efficacité prouvée, évidemment. Et donc ce boisement doit être positionné entre la ressource à protéger et la source de pollution. Alors il y a des grandes villes au niveau mondial qui utilisent la forêt pour préserver la qualité de leur eau potable. Donc par exemple, quelques exemples, Bombay, Karachi, Rio de Janeiro, Abidjan, Jakarta, Bogota. Et New York, c'est vrai, et New York. Alors, l'objectif poursuivi par la mairie de Pamiers, c'était de préserver la qualité de l'eau par réduction des pollutions diffuses, cette fois-ci non agricoles. Alors, comment ici ils sont pris? Donc, première étape avant de la réduction. Voilà. D'abord, ils ont fait un voyage d'études, donc en incluant les élus de la commune et aussi les techniciens des espaces verts. Donc, ils sont allés à Rennes, puisque Rennes, c'est une ville qui est un peu pionnière sur la réduction des pesticides, qui depuis plus de 15 ans a réduit et même arrêté ces pesticides dans la gestion des espaces verts. Et donc, ils sont revenus, tout le monde était convaincu par cette action. Donc du coup, ils ont travaillé depuis 2005 à réduire, puis arrêter en 2008 l'utilisation des pesticides dans la gestion de leurs espaces verts. Et après, il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des agents municipaux, mais surtout auprès du grand public, en fait, auprès des habitants, des riverains, pour l'acceptation. Notamment dans le cimetière, ça posait des soucis, ils avaient souvent des retours négatifs, parce qu'il y avait des herbes, des mauvaises herbes qui étaient là. Donc, alors, en quoi ça consiste rapidement donc le zéro phyto, donc les méthodes préventives, c'est le paillage des plantes pour couvrir le sol, pour empêcher la levée en fait des plantes indésirables, les méthodes curatives, désherbage thermique, désherbage mécanique, arrachage, binette. C'est aussi de l'aménagement urbain, donc qui permet de limiter le désherbage, donc limiter les espaces sablés, les allées gravillonnées. Et puis donc, comme je viens de le dire, l'évolution des mentalités, accepter la présence de plantes sauvages dans les zones urbaines. Donc, voilà. Donc il s'agissait de rapprocher deux mondes, le monde de l'agriculture et de la rivière, au niveau du bassin versant du Vior. Donc c'est un syndicat mixte qui l'a mis en œuvre, cet exemple,
Alors l'objectif poursuivi était de préserver les milieux aquatiques donc à l'échelle d'un sous-bassin versant en fait, c'est pas vraiment un bassin versant agricole et notamment concerné par l'élevage. Et donc les problématiques étaient doubles, donc des problématiques au niveau des nitrates et de la bactériologie. Donc là ça concernait les pratiques de fertilisation qui étaient mal maîtrisées, mais également les effluents d'élevage qui contaminaient donc les ressources en eau, et puis de l'hydromorphologie. Donc l'hydromorphologie c'est quoi? C'est la morphologie des cours d'eau en fait, la morphologie des cours d'eau. Et donc là en l'occurrence la problématique, comme vous pouvez le voir sur la photo où on voit le bétail dans le cours d'eau, c'est qu'il y avait une érosion et un colmatage du cours d'eau, notamment parce que le bétail venait s'abreuver directement dans le cours d'eau. Donc les actions mises en œuvre, ils ont mobilisé et lancé une concertation entre les acteurs locaux. Donc le but c'était que les gens se rencontrent et apprennent à se connaître, apprennent à connaître les enjeux aussi de la rivière et de l'agriculture, pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des actions concrètes qui conviennent à tous et qui règlent le problème. Donc ils ont fait des états des lieux, des diagnostics d'exploitation agricole, et puis après ils ont mis en œuvre donc, des plans de formation et d'accompagnement individuel pour les exploitants agricoles, pour qu'ils réfléchissent et qu'ils travaillent sur leurs pratiques. Et des travaux en rivière, donc notamment avec la mise en défense des berges, et ils ont clôturé à certains endroits en fait, le long du cours d'eau, pour limiter l'accession du cours d'eau au bétail, mis des points d'abreuvement aussi dans les pâturages, et puis après reconstituer aussi la répiscive sur les bords du cours d'eau. Qui vont traiter toujours de la problématique eau et agriculture, et là qui lie l'aspect qualité et quantité d'eau. Donc on va voir une vidéo sur le bois raméal fragmenté, une vidéo sur l'agroforesterie, une vidéo sur un agriculteur qui a limité voire arrêté son irrigation et qui s'en sort pas mal. Donc voilà.